Eh ben, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup d'être là pour cette séance exceptionnelle. Vous venez de voir un film magnifique qui n'a pas pris une ride. Et puis, bien sûr, puisque nous avons la chance et le plaisir d'accueillir son réalisateur, Costa Gavras, merci vraiment d'être avec nous pour cette rencontre qui va être animée par notre ami Yves Allion, qui nous fait vraiment le plaisir de nous accompagner tous les ans. Et donc, cette séance est organisée dans le cadre de l'hommage que l'on fait à Jacques Perrin, qui va arriver ce soir. Et s'il vous plaît, ne lui dites pas que Costa est ici. On essaye de garder la surprise. Voilà, donc vous pourrez revenir tout à l'heure à 20h30 pour accueillir Jacques Perrin. Et je vous laisse avec Costa Gavras, qui va donc discuter avec Yves. Je te donne les micros. Voilà. Merci Yves. Merci beaucoup. C'est pareil. Oui. Sinon, on peut déplacer la table aussi. Non, c'était pour une question de lumière. Ça te va là ? Écoute, moi ça va, mais c'est le micro qui est... Le fil est vraiment tendu. Bien. C'est très impressionnant. Donc vous êtes quelques centaines supplémentaires à être dans le secret de la présentation, de la rencontre de ces deux vieux complices que sont Jacques Perrin et Costa. Vous avez pu le voir en voyant Z, puisque c'est Jacques Perrin qui en a été le producteur, alors qu'il avait encore des traits adolescents, comme vous avez pu voir dans le film. Ils sont ce rôle de photographe. Ça sera plus facile pour toi si tu... Ah non, mais c'est plutôt pour Costa, là, avec le... Voilà. Donc, on va avoir une conversation... On dit toujours masterclass, je trouve que c'est un terme un petit peu lourd à assumer. En fait, c'est une rencontre entre amis et on va avoir une vraie conversation, à la fois sur Z, puisque vous venez de le voir ou le revoir, je ne sais pas, et puis sur l'ensemble, effectivement, de la carrière de Costa, qui a l'avantage d'être assez cohérente. Pas les mots carrière, je n'aime pas du tout. Carrière, alors je retire le mot carrière, de l'œuvre, Le parcours des films des films de Costa. Voilà. Cela dit, il n'y avait rien de méchant, il n'y avait pas de choses trappes dans mon vocabulaire. Non, non, on va donc les films de Costa qui ont l'avantage d'être assez cohérents, même si certains échappent au genre. C'est vrai que beaucoup ont présenté l'œuvre de Costa comme étant l'inventeur. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas le facilitateur de ce qu'on a appelé le thriller politique. C'est-à-dire que ce n'était pas d'un côté le film politique très militant, parfois un petit peu dur à avaler, pour lesquels les spectateurs étaient tout à fait convaincus, d'autant qu'ils étaient 4 dans la salle, pas plus. Mais ce n'était pas non plus le polar dont le seul... qui repose uniquement sur des poursuites de voitures et dont on s'en fiche complètement de savoir quels sont les tenants et aboutissants. Là, on est vraiment au centre d'un genre, voilà, en soi, on peut dire que c'est un genre. Z n'étant pas le premier film de Costa, il y en avait auparavant, mais c'est vrai, annonçant toute une série de films à contenu politique, à cadre politique, que sont L'Aveu, que sont État de siège, Messing, etc., et qui font que ces films ont un parfum particulier qui nous touche beaucoup de façon très forte. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, on pourrait y passer des jours et des jours. Je vais me permettre d'en poser 2-3 parce que je reste extrêmement curieux, mais vous êtes là et c'est vrai que si vous avez des questions, elles seront évidemment les bienvenues. Quand je dis des questions, ça peut être aussi des coups de cœur ou des besoins effectivement de précision. Si vous le voulez, on peut commencer sur Z, hein, puisque vous venez de le voir. Quels sont ceux qui l'ont découvert pour la première fois ? Ah, quand même. Ils sont jeunes, évidemment. Et oui. C'est-à-dire que le film date de 1969. Déjà, tout le monde ne l'a pas vu à sa sortie. Mais bon, comme quoi le patrimoine a raison d'exister et que c'est bien que les films continuent à vivre. Et voilà. Bon. Alors, je vais poser la première question.
Le film fait clairement allusion à l'affaire Lambrakis, qui est mort, si je ne dis pas de bêtises, en 1963, donc assassiné exactement dans les conditions que tu montres dans le film, c'est-à-dire avec le triporteur, la matraque, etc. Et que cette affaire Lambrakis a débouché sur des remous assez violents dans le monde politique grec, qui ont provoqué l'arrivée au pouvoir des colonels, donc une junte militaire. Alors, on va peut-être parler après de la nécessité de faire ce film, effectivement pour témoigner, d'autant que pour les 2 ou 3 personnes qui ignoraient encore que tu es d'origine grecque, pour témoigner effectivement de ce que la Grèce a vécu à ce moment-là. Mais déjà, quelle est la part de la fiction nécessaire ou des simplifications nécessaires pour les besoins du film, et quelle est la part de vérité par rapport à l'histoire? D'abord, bonsoir, merci pour votre accueil. Et alors, un mot sur la carrière. J'ai pas dit, le mot carrière n'est pas un méchant mot, hein. Mais quand on fait des films, ou quand on se considère comme artiste, on peintre, etc., on fait pas carrière, on fait des œuvres qui peuvent marcher, qui peuvent être rejetées, etc. Donc, une carrière s'organise, on fait des études, etc. Voilà. C'est pour ça que je pense que nous faisons un parcours de films, voilà. Alors, vous avez remarqué probablement que dans le film, on parle jamais de la Grèce. Il n'était pas question de dire, voilà. Mais malgré cela, le film est entièrement basé sur cette histoire de l'assassinat d'un député de gauche, comme vous l'avez vu. Pourquoi? J'ai eu le livre entre les mains quelques jours avant la prise du pouvoir par les colonels grecs. Et comme tout le monde essayait de faire quelque chose contre, signer des pétitions, etc., moi je pensais avec Georges Saint-Proulx, mon temps et quelques amis, qu'il fallait faire le film un peu comme on écrit sur un mur, en bas les colonels. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Et tous les acteurs ont accepté de participer à cette espèce de protestation. Et c'est vrai que on n'avait pas les moyens, on n'avait pas l'argent, personne ne nous donnait de l'argent pour faire le film parce qu'on pensait que ça ne pouvait pas être populaire, parce qu'il n'y avait pas d'histoire d'amour. Il n'y avait pas un personnage principal du début à la fin, comme d'habitude dans les films. Il n'y avait pas de femmes, ou très peu, à peine, etc., etc. Tous les ingrédients qu'on voit d'habitude dans les films. Voilà. Et malgré tout ça, on a réussi à faire le film dans des conditions un peu particulières. En 2 mots, je vous dis, puisque vous allez voir Jacques Perrin tout de suite, c'est que un jour, Jacques Perrin, je l'ai appelé pour lui dire, Jacques, le film ne se fait pas parce qu'on n'a pas trouvé des villes d'abord pour faire le film. Pas d'argent, bien sûr, mais pas de ville surtout, comme décor. On a été en Italie, les Italiens refusaient. En France du Sud, les villes sont un peu trop modernes, trop riches aussi pour faire une ville grecque comme Thessalonique. Donc, le film ne se fait plus. Il m'a dit, est-ce qu'on peut le faire en Algérie? J'ai dit, je ne connais pas. Il dit, allons-y. Nous sommes allés à Alger, on a visité Alger, la ville, et je dis, on peut le faire ici. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. On a donné les scénarios aux autorités, et après des discussions, finalement, ils ont accepté de le faire sans participer financièrement. Mais ils nous ont donné tous les moyens pour le faire sur place et le faire en pleine liberté. Bon. Donc, on sait ce qui s'est passé finalement. Et on a pu le faire. Mais quand on a dit, voilà, qu'on peut le faire ici, il fallait un producteur. Bah, on a dit naturellement, qui va être le producteur? C'est Jacques Perrin, qui n'avait jamais produit qu'un ou 2 petits courts-métrages. Et Jacques a accepté, c'est vrai, que depuis il est devenu un grand producteur français. Producteur français unique même, parce qu'il a fait des films comme aucun autre producteur n'en a fait avant, et je crois qu'il ne fera pas après non plus. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'ailleurs. Non, tu as répondu à une autre question que je n'avais pas encore posée, donc c'est très bien, mais par contre, la question était quelle est la véracité par rapport à la représentation de l'affaire Lambrakis. Tout ce que vous avez vu, les personnages sont les vrais personnages, les situations sont les vraies situations, et naturellement, cette affaire s'est déroulée pendant plusieurs mois, et un film dure 2 heures. Celui-ci, 2h07, 2h08. Donc, il faut synthétiser. Le souci principal, c'est de respecter l'éthique des personnages,
l'éthique des situations et l'éthique même des dialogues, ce qui se dit. Et d'éviter toute forme de cinéma, enfin les formes qu'on a au cinéma pour accélérer l'action, pour faire des choses spectaculaires. C'était pas la peine, il y en avait des choses spectaculaires en soi-même, comme la poursuite du triporteur, etc., comme l'assassinat. Donc, il fallait rester collé à l'affaire, mais naturellement en la ramenant au niveau d'un film. Voilà, c'est ça. Pour le reste, c'est la réalité exactement. Le juge était comme ce que vous avez vu, il s'est comporté comme cela. D'ailleurs, je l'avais consulté avant de faire le film, et ce qui s'est passé quand les colonels ont pris le pouvoir, ils l'ont mis en prison, les juges, à cause de ça. Donc, on peut dire que c'est une sorte de, comment dirais-je, une sorte de dessin précis de l'affaire, un portrait de l'affaire, voilà. Le juge m'a touché parce que j'ai eu l'impression qu'il avait des liens de parenté presque avec Jack Lemmon dans Missing, à savoir que c'est pas franchement un mec de gauche, en tout cas c'est pas comme ça, qui est vraiment pour la loi, mais qui va jusqu'au bout de cette logique. Le juge est de droite. Oui, c'est ça. Dans ce régime-là, on choisissait des juges parce qu'ils étaient de droite. Mais il va jusqu'au bout de la vérité et il ne lâche pas, quitte de même que Jack Lemmon est plutôt républicain et qui s'aperçoit que la CIA est totalement mouillée dans le coup d'État et que leur besoin de vérité fait qu'ils vont totalement, non pas changer de bord, mais voir le monde avec un œil différent. Parce que personnellement, je ne crois pas à ce manichéisme qui veut qu'on est à gauche, on est très bien, on est à droite, on est méchant. Non, la société est beaucoup plus complexe que cela. Et je crois que dans ce film et dans d'autres films que je fais après, je le montre autant que je peux. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, c'est 2 questions apéritives, peut-être des questions où vous brûlent les lèvres et que vous avez envie d'en savoir davantage. Oui, alors oui, il y a un micro qui se balade. Eh ben, très bien, il y a une question là. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir comment s'était passé le travail avec Georges Semprin, l'articulation entre vos 2 professions. Georges Semprin, c'est le co-scénariste. Georges Semprin, à 2 mots, c'est un Espagnol qui a fait la résistance en France, qui a vécu en France par la suite, etc., qui est un grand écrivain. On se connaissait bien, et quand je lui ai parlé du fait que je voulais faire ce film, il a dit, nous le faisons ensemble. Alors la façon avec laquelle on a travaillé, on s'est isolé à la maison de campagne d'un ami, et on a travaillé jour et nuit, parce qu'on voulait faire vite. Et c'est vrai que c'était un échange permanent. Le livre sur lequel est basé le film n'avait pas été encore traduit chez Gallimard. En grec, je lui ai traduit au fur et à mesure. On a construit d'abord ce qu'on appelle la continuité, et après on a écrit scène par scène. Je lui proposais des choses, il les réécrivait, il me proposait. Il y avait cet échange permanent. Je vous dis jour et nuit. Notre seul amusement, c'était soit regarder un peu la télévision les soirs, soit d'aller jouer au flipper pendant le déjeuner. Voilà. Et bon, on a mis 5 semaines, parce qu'il fallait faire vite. C'était une très bonne expérience avec Georges, qui avait fait qu'un scénario avant pour Alain René, La guerre est finie. Donc il avait déjà une expérience de scénario et ça a été très facile. Et c'était très, très amical et je crois qu'on a travaillé 2 fois par la suite encore. Voilà. On aurait continué après, mais Georges écrivait des livres, il fallait l'attendre parfois très, très, très longtemps pour être libre. Donc j'ai pu travailler avec d'autres scénaristes. S'il y a une préparation évidemment au niveau de l'histoire du scénario, de l'importance des enjeux, des personnages, etc., le film pour autant n'est pas neutre sur le plan de la mise en scène. La mise en scène est superbe. Je trouve que rien que la scène, et il y en a plusieurs, mais rien que la scène où Montand, où le personnage se fait assommer, il y a des mouvements de caméra, un enchaînement de points de vue, un montage dans cette traversée de la place, le moment où il hèle le commandant de gendarmerie qui en profite pour aller se fondre parmi...
la caméra est partout, c'est là où arrive la camionnette. Enfin bon, je me suis demandé, en voyant notamment cette scène, mais il y en a d'autres, si réellement, comment se faisait cette préparation de la mise en scène. Le fait que tu arrives à Alger, que peut-être, comme tu disais, tu ne sais pas, est-ce qu'il y a eu beaucoup de repérage? Est-ce qu'il y avait réellement c'était beaucoup de travail le matin, ou est-ce que réellement il y avait des dessins de ce que vous alliez faire sur ces scènes un petit peu complexes, surtout qu'après la poursuite du triporteur, là aussi c'est quelque chose, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Non, un film, c'est quelque chose qu'il faut... D'abord, il faut l'écrire avec précision, il faut le scénario, et après, il faut le préparer dans le moindre détail, parce que on ne peut pas arriver sur le lieu de tournage et dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est impossible. Ben, je vais vous raconter, pour rendre un peu plus clair ce que j'ai dit, avec une métaphore. C'est l'histoire d'un empereur chinois qui voulait qu'un peintre chinois lui fasse un grand tableau. Le peintre est parti, un an après, il n'était pas encore revenu. L'empereur a envoyé le chercher, le peintre est venu, il lui dit mon tableau, il dit je vais vous le faire. Et donnez-moi ce qu'il faut, on lui a donné ce qu'il faut, il a passé 2 heures, il a fait les tableaux. Et l'empereur lui a dit combien? Il a demandé un chiffre énorme. Il dit mais tu as travaillé pendant 3 heures et tu me demandes autant d'argent. Il dit non, j'ai travaillé pendant 1 an. Voilà, c'est ça un film, c'est-à-dire préparer dans le moindre détail, de manière à savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on va demander aux acteurs, ce qu'on va demander au chef opérateur, celui qui fait les éclairages, ce que fait chacun de l'équipe du film, à commencer jusqu'à l'assistant, etc. Savoir combien de comparses nous avons, quels acteurs, etc. Et connaître les acteurs aussi. Donc c'est un travail considérable. Sinon on se perd, si on n'arrive pas à préparer sur le plateau, parce que il arrive une chose aussi, vous avez des gens de grande qualité, des collaborateurs de grande qualité, qui ont chacun sa vision du film. Et si on se laisse faire, c'est le film de tout le monde, et ce n'est plus le vôtre, c'est un film de tout le monde. Donc voilà. Donc il faut le préparer très, très méticuleusement. À mon avis, c'est absolument nécessaire. Bien sûr. Plus particulièrement des films comme ceux-là, avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de lieux différents, etc., etc. Mais par exemple, sur cette scène que je citais, il y a beaucoup de monde. Ça se passe à Alger. Visiblement, la figuration, ce n'est pas des Algériens. Donc, il a fallu amener du monde, il a fallu vraiment réguler, que ça soit au niveau de l'intendance, que ça soit au niveau même des mouvements. Ça passe formidablement bien parce qu'elle est formidable, mais quand on voit le film, on se dit quel boulot, quoi. Ça devait être une complexité. Il a fallu chercher les figurants qui ne soient pas typés, comme je disais avant. Je ne voulais pas faire un film qui soit dit, c'est pas ça ce pays-là, un tel pays. Il fallait que le spectateur, bon maintenant tout le monde le sait, mais à l'époque où le film est sorti, les gens ne le savaient pas. Ça se termine quand même par les colonels interdisent les Beatles, les cheveux longs, les mini-jupes, Tchekhov. Oui, bien sûr, mais tout le long du film, autant que spectateur, quand on arrive, on ne le sait pas. Voilà, et c'est essentiel de ne pas savoir. Donc, on a choisi la figuration de manière à avoir un physique comme ça, normal, pas très typé. On a été aussi prendre des gens chez les ambassadeurs, chez les ambassades, etc. Après, c'est un travail très, très précis. Bon, on ne va pas rentrer dans ça, ça n'est pas très important. Ce qui est important surtout, c'est que, et le plus difficile, c'était de tourner des nuits. Tourner des nuits avec beaucoup de monde, habiller le monde, et le faire le diriger, etc. etc. C'était le plus compliqué. Les nuits, pour les metteurs en scène, c'est l'enfer, pour dire la vérité. Surtout quand il fait froid. Là-bas, il ne faisait pas froid, il faisait trop chaud. Très bien. Question. Là, ici, on a... Ça, c'est le dur travail du détenteur du micro qui fait, en fait, pendant un débat, des kilomètres dans la salle, on ne s'en rend pas compte, mais... Allez-y, madame. Alors, tout d'abord, c'est un témoignage et ensuite une question. J'étais à Alger à cette période-là, j'étais étudiante en sciences humaines. Et j'ai assisté à la rue d'Isly, notamment dans un des carrefours. Je ne sais pas si je sais pas si on le revoit là dans le film. Mais moi, la deuxième question que je me pose, c'est qu'à cette période-là, les étudiants étaient persécutés. Et je suis très étonnée comme ça, a posteriori, je suis très étonnée que vous ayez eu la possibilité de le faire à Alger parce que beaucoup de mes camarades étaient poursuivis et persécutés. Je sais, madame. Déjà à cette période-là.
Je sais, madame, et c'était notre grand problème. Et j'ai appris le fin mot il n'y a pas très très longtemps, par un responsable algérien. Il y avait le film. Qu'est-ce qui s'était passé? On avait présenté le film au ministre de la formation à l'époque, il s'appelait M. Beniraya. Et quelques jours après, Jacques est venu me dire, voilà, ils acceptent de le faire ici. Bon, je ne vais pas poser plus de questions parce que je voulais absolument faire le film. Et on nous donne plein de liberté, ils n'interviennent pas au scénario, ils disent rien d'autre. Faites ce que vous voulez. Des années après, un responsable algérien m'a dit la chose suivante. Le Premier ministre, M. Beniraya, a refusé. Il dit, on ne peut pas faire un film en Algérie. Nous sommes des colonels, nous avons pris les pouvoirs, on ne va pas faire un film contre les colonels. Et l'ami de Jacques Perrin, qui était Lakhdar, qui était un metteur en scène algérien très important, qui a eu aussi le prix à Cannes, Lakhdar Lamina, il a dit, il connaissait le président, il a été chez le président, Boumedienne. Le président Boumedienne a lu le scénario, il a la même réaction. Et Lakhdar, qui était un homme malin, etc., a parlé un peu avec lui, et au bout d'un moment, le président lui a dit, attendez, on va le faire, parce que c'est des colonels fascistes, nous sommes des colonels révolutionnaires. C'est comme ça que le film a pu se faire à Alger. Voilà. Et ça, je l'ai appris il y a 3 ou 4 ans seulement, je ne le savais pas avant. Voilà. Oui. Merci pour votre question. Oui, mais pour ceux qui ne le savent pas, comment est mort Benaya? La dame te dit comment est mort Benaya. Donc tu sais comment il est mort, mais comment est-il mort? Benaya. Pardon, il a échappé à 4 assassinats, 4 tentatives d'assassinat, et il est mort. Et il est mort dans un avion au-dessus de. Je ne sais plus si c'est c'était ça, absolument. Il y a un avion qui est tombé. Il tombait des avions là à l'époque. On 12 camarades de classe, enfin, qui étaient brillants. C'était l'élite voilà. en fait oui. estudiantine qui l'avait accompagné. Et ils sont tous morts. C'est ça. Au bout du 4e attentat contre lui. Non. Merci. Non, mais un mot pour en finir, parce que quand même, moi, et avec Perrin aussi vous le dira, nous sommes très ravis que le film puisse se faire là-bas, sinon ce serait nulle part. Mais il est vrai aussi que le régime l'était à l'époque, il est aujourd'hui aussi, c'est pas un régime acceptable. Voilà. C'est un régime dictatorial, où il y a des élections, bien sûr, mais des élections dictatoriales, malheureusement. Voilà. Oui, parce que c'est du cinéma, mais le film nous dit que Z veut dire il est vivant, et c'est vrai que nous constations tout à l'heure, on discutait, on disait que c'est vrai que la lettre Z est un peu dévoyée par les temps qui courent, mais ça passera, alors que le film restera de façon beaucoup plus durable. De façon plus générale, c'est vrai que lorsque tu as fait Z, et un certain nombre d'autres films, tu as été aussitôt, tu disais que les étiquettes n'étaient pas très satisfaisantes, étiquetées à gauche, et lorsque tu as fait l'aveu qui dénonçait des procès staliniens faits en Tchécoslovaquie, on s'est dit, oh là, il tourne kazakh. En fait, avec un petit peu de recul, tu tournes aucune kazakh, et il semblerait que toute ton œuvre soit dédiée à la défense des droits de l'homme, des droits humains, contre tous les totalitarismes et tous les abus de pouvoir, et que ça semble être une obsession plutôt vivifiante. Vivifiante, c'est un bon mot. Pas pour ceux qui ont leur sérieux pour eux dans ce régime-là. Non, l'aveu, c'est... Les films, c'est quoi les films? Avant tout. Un film, c'est qui montre l'invisible. C'est-à-dire, il rentre dans des endroits où vous n'avez aucune manière de voir ce qui se passe. D'abord, là, dans ce cas-là, c'est dans le monde de justice, dans le monde des juges, enfin dans le monde des avocats, etc. Et puis, l'aveu, ça rentre dans un autre monde. Et en montant Z, je suis tombé sur un livre qui s'appelait L'aveu, qui était écrit par M. London, qui était un ancien résistant français, mais aussi ancien ministre tchécoslovaque. Et le livre m'a fasciné complètement, parce que c'était un procès stalinien.
C'est vrai que Staline, pour vous, avant, c'était un vieux dictateur, mais pour ma génération, c'était l'homme qui préparait un avenir meilleur pour le monde entier, et beaucoup de gens de ma génération ont beaucoup cru. Beaucoup sont devenus communistes, beaucoup, comme moi, ne sont pas devenus communistes, mais nous avons dit, il y a quelqu'un là qui propose une nouvelle société. Et puis on s'est aperçu peu à peu que c'était tout à fait le contraire. Que c'était un autre dictateur qui faisait des choses horribles, tout en proposant des choses extraordinaires, et tout en jouant surtout avec nos meilleurs sentiments. C'est-à-dire, nous sommes tous égaux, nous croyons à la démocratie, à un monde meilleur, etc. Tandis que, de l'autre côté, il y avait des régimes autoritaires, il y avait beaucoup de pauvres, etc. Et lui, il disait, nous, on n'a pas de pauvres chez nous. Et comme c'était fermé complètement à son pays, on croyait. Bon. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que ce n'était pas vrai, du tout. C'était le contraire. Voilà. Et M. London, qui a fait écrire ce livre, qui s'appelle L'aveu, parlait précisément d'un procès qui montrait vraiment l'horreur du système, complètement. Et quand je l'ai lu, j'ai parlé avec mon ami Georges Saint-Proun. Alors, 2 mots sur Georges Saint-Proun. C'était donc un responsable communiste espagnol, membre du parti, de la direction du parti, qui avait vécu en Union soviétique et qui avait quitté le parti et avait commencé à écrire des livres. Et je dis, Georges, on peut faire un film là-dessus. Il m'a dit, c'est compliqué, etc. Je dis, on va essayer. Et puis on l'a fait parce qu'on voulait quand même dire ce qu'on pensait pendant des années et qu'on n'avait pas moyen de le dire. Parce que beaucoup de films ont été faits contre Staline, mais c'était des fictions. Alors, ce n'est pas crédible. Nous avons un matériel vrai, de quelqu'un qui avait vécu ce procès, ces tortures, et qu'il témoignait directement. Donc, on ne peut pas dire que c'est faux. Voilà. Et on a fait le film. Voilà comment ça s'est passé. Alors, on a fait un film, et comme on est un peu manichéen dans nos démocraties, quand j'ai fait Z, qui était une accusation de colonel, on a dit que c'est un homme de gauche, un communiste. Et quand j'ai fait l'autre film, il dit, ah, il ne comprenait plus. Il dit, c'est peut-être un homme de droite. Enfin, parce que dans nos sociétés, on n'accepte pas l'idée qu'on peut regarder la société avec une certaine distance. Et que tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut avoir tort. Soi-même aussi, d'ailleurs. Donc, je pense que le cinéma, l'art d'une manière générale, mais le cinéma plus particulièrement, peut montrer ces choses-là. Peut rendre clair, un peu plus clair, mais c'est toujours une affaire personnelle, n'est-ce pas? C'est le point de vue d'une personne ou 2 personnes avec le scénariste, etc. Voilà. Et c'est comme une discussion avec le public. Et en même temps, je n'oublie jamais que quand on fait un film, on fait un spectacle. Parce que quand vous venez ici, vous ne venez pas pour écouter un discours politique, vous n'allez pas non plus au cinéma, je veux dire. Vous n'allez pas au cinéma pour écouter un discours académique ou je ne sais pas quoi, vous donner une leçon. Non, vous venez au spectacle. Spectacle pour avoir du sentiment, aimer, détester, rire, pleurer, enfin tous ces bons sentiments qui sont très humains et avec lesquels on fait quelque chose. Voilà comment je les vois. Et ça a commencé, ce n'est pas nous qui l'avons inventé avec le cinéma. Ça a commencé il y a 2500 ans, quand les Grecs anciens ont fait les tragédies. C'était pareil. C'était, par métaphore, ils parlaient de notre société. Ils parlaient des hommes et des femmes, ils parlaient aussi du pouvoir. Parce que ce qui domine dans nos sociétés, c'est le pouvoir. C'est quoi? Chacun d'entre vous, d'entre nous, nous avons du pouvoir. Du pouvoir sur vos copains, les plus jeunes, sur nos enfants, et au-dessus de nous, il y a d'autres personnes qui ont du pouvoir. Et ça va jusqu'à la pyramide, au plus haut. Le président de la République, ou le juge, je ne sais pas moi, le chef de la police. Et c'est ce pouvoir, la manière de l'exercer, fait que nos vies sont agréables ou sont très désagréables, sont une peine. Voilà. Et c'est le cinéma qui a une capacité formidable d'approcher le public, plus grande capacité que la littérature, que la peinture, que la musique a la même possibilité. Le cinéma raconte ces histoires-là. Voilà comment je les vois, et on les raconte d'une manière spectaculaire. Je ne l'oublie jamais. Sans se soumettre d'ailleurs à certaines règles du spectacle qu'on peut se soumettre, mais j'essaye, quand ce sont des histoires vraies, comme celles que souvent j'ai pu traiter, ou même comme celles que j'ai écrites seul ou avec des amis, j'essaye d'être le plus honnête possible, parce que je suis le premier spectateur. Donc je le fais,
exactement comme j'aimerais les voir. Alors, vous les acceptez ou pas. Enfin, ça, c'est toujours un pari. Parce que souvent, on fait des films que personne ne va voir, ou très peu de gens. Voilà. Et puis, il y a des films que tout le monde veut voir. Voilà. Celui-là, je crois, était un petit peu vu dans le monde entier. C'était... Non, celui-là, puisque tu en parles, c'était la grande surprise. Comme je disais, aucun producteur ne pouvait le faire. Quand il est sorti, les premiers jours, personne n'allait le voir. Et malgré le fait que les producteurs, les propriétaires des salles m'ont appelé une des fois, ils disent, je ne sais pas ce qui se passe avec ces films, à la fin, il y a quelques personnes qui applaudissent. Et puis peu à peu, le bouche à oreille s'est fait. Le film a été joué, je ne sais pas moi, 40 semaines à Paris. Et puis ça fait le tour du monde. Mais ça, c'était le miracle. Hein. Croyez-moi, le film date on ne s'y attendait pas du tout. C'était vraiment le miracle. Alors, il date quand même de 69, qui était dans une période infiniment plus propice aux discussions idéologiques que la période actuelle. Il est possible aussi qu'il y a un moment historique quand le film est sorti, et a été d'une aide aussi tout à fait particulière, sans doute. Oui. Alors, enfin, ça, c'est à vous de juger. Si vous aimez le film, voilà. À l'époque, il a évidemment été interdit en grec, puisque c'était les colonels. Il n'y a pas besoin de demander. Si on interdisait les Beatles, c'était pas pour passer Z. Bon. Mais les colonels ont fini par s'en aller, donc il a été montré en Grèce. Oui, et comment est-ce que les Grecs l'ont accueilli ? C'était un succès. C'était cocasse pour les Grecs parce que c'était en français. Des gens qui connaissaient, des visages qu'ils connaissaient, ils les ont vus parler en français. Et avec des sous-titres. Pas doublé grec ? Non, pas du tout. Aucune version. Non, jamais. Non, bon. Mais c'était un très gros succès, en fait. Tout le monde allait voir le film. Bah oui, un peu comme quand tu es retourné à Prague après la chute du rideau de fer pour montrer l'aveu. Il y a... Là, tu entres dans l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire que tu en fais partie et tu fais... T'as une influence sur les mentalités. Mais ça, Yves, je ne vais pas le savoir. Sur le regard des gens. Ça, je ne vais pas le savoir. Ça vient après. Oui, mais ça vient après. Alors, l'essor des films, qui marchent ou qui ne marchent pas, ça vient après. On ne peut pas les prévoir. Moi, je répète le fait qu'on fait le film avec la passion qu'on a au moment où on décide de le faire, jusqu'au moment de le faire, de le montrer au public. Et puis, il arrive ce qu'il arrive. C'est vrai qu'on a été l'aveu, personne ne pensait que l'aveu allait être présenté dans les pays communistes. Et bien, il a été. On nous a... Václav Havel, qui allait devenir président de Tchécoslovaquie, nous a invités de montrer le film là-bas. On a été les montrer, oui. C'est des moments d'émotion, évidemment. Oui, c'est des grandes émotions, mais c'est a posteriori. Oui, mais comme a posteriori, c'est intéressant. J'ai le sentiment que plus qu'aucun autre cinéaste français, tu es confronté à l'histoire avec un grand H, ce qui est pour moi un énorme compliment, parce que je trouve que c'est un sujet absolument palpitant. Mais encore une fois, tu es dedans réellement, et non pas que tu changes à toi tout seul l'histoire, certainement pas, mais tu es un témoin privilégié. Et il y a également un grand moment d'émotion lorsque tu tournes la troisième volet de cette trilogie politique, entre guillemets, qui est État de siège, que tu tournes au Chili parce que tu dénonces plus ou moins, sans dire qu'il s'agit de l'Argentine, tu dénonces quand même plutôt l'Argentine. Et 2 ans plus tard, le Chili devient à son tour il y a un coup d'État militaire. Et une fois de plus, tu as été au cœur du sujet avec un film qui va être interdit, qui va être remontré par la suite. Puis tu vas montrer Missing pour montrer comment ça s'est passé au Chili. Et là, tu le tourneras au Mexique. On sent qu'il y a tout un jeu. Ça, c'est l'historien qui fait. Non, mais il y a tout un jeu. Et en même temps, c'est la psychologie. Non, la vraie émotion, je vais te dire. La vraie émotion. Bah, tu rencontres Allende quand même. C'est une vraie émotion. Oui, mais la vraie émotion, c'est de venir tant d'années après pour ce film, ici, Amiens, et tout d'un coup de voir une salle pleine et qui vous ont vu le film. Ça, c'est la vraie émotion. Voilà. Et quand je vois leur tête, merci. Quand je vois la jeunesse qu'il y a ici, je pense que même leur père et leur mère n'étaient pas encore nés quand le film a été fait, il y a 50 ans. Voilà. Et oui. Mais c'est ça aussi. Ça, c'est les miracles du cinéma. Ça n'arrive pas souvent, exactement, mais ça arrive. Et je suis le premier à adorer les films avec Louis Jouvet, alors que je n'étais pas né quand il est mort, et que c'est le miracle du cinéma que de garder une mémoire et de transmettre cette mémoire et des émotions, et que de voir Z
et de te rencontrer. Pour les gens qui sont dans la salle, c'est peut-être aussi l'occasion de se ruer sur Internet ou sur des livres en sortant de cette rencontre, pour en savoir un petit peu plus et sur tes films, mais aussi sur la Grèce des colonels, qui n'est pas à la une des journaux encore à l'heure actuelle tous les jours, ou sur les procès de Prague, ou sur le coup d'État de Pinochet, parce qu'effectivement, encore une fois, tu as porté le fer dans la plaie à ce moment-là, pour le plus grand bonheur des spectateurs qui aiment le spectacle. Oui, montrer ce que je dis, mais pour beaucoup de films, c'est montrer l'invisible. Après, le visible, c'est une parcelle du grand visible. Voilà. Alors après, si vous voulez en savoir plus, vous entrez, comme disait un historien italien, Goldberg, je crois, il a dit que le cinéma fait entrer dans l'antichambre de l'historien, et c'est le spectateur d'aller voir la vraie histoire, s'il a envie de la voir. Voilà. Bien sûr. Alors, on ne peut pas en faire plus. Et si on en reste uniquement au film, je rappelle simplement qu'il y a 2 très beaux coffrets de DVD avec l'intégrale, non mais pour ceux qui ne les voient pas sur grand écran, l'intégrale des films de Costa, et que franchement, ceux qu'on a vus gagnent vraiment à être vus, et ceux qu'on n'a pas vus gagnent vraiment à être découverts. Voilà. Une fois que je dis ça, je referme la... Non, mais c'est pas une parenthèse, parce que ce sont des films qui nous quittent pas, qu'on est obligé de voir et de revoir, et qui vieillissent pas d'une ride. La preuve, celui-là date de 1969, et de toute façon, coffret ou pas sur l'état du monde, sur l'état de la tentation des pouvoirs à en faire plus qu'ils n'auraient le droit d'en faire. Ces films sont des balises. Bon, voilà. Voilà. Très bien. Alors, des questions? Oui. Allez-y, et puis on passera le micro après. Y a-t-il encore, à l'époque actuelle, des cinéastes de votre trempe qui puissent déranger les pouvoirs politiques de tous bords? Je pense qu'il y a eu Jean-Pierre Mocky qui a fait certains films, il y a Yves Boisset, le juge Fayard, le shérif, il y a aussi Alain Cavalier un peu, André Cayatte, la justice. Alors comment vous situez-vous par rapport à ma question? Comment vous répondez Est-ce qu'il y a encore il y a Michael Moore en Amérique aussi. Ouais, est-ce que pour autant c'est un courant? Cette capacité à aborder des terrains plus politiques à une époque où effectivement le monde semble s'en désintéresser. Oui. Moi, je crois que la politique, vous savez, c'est quoi? Moi, je pense que les hommes politiques, il faut les choisir par rapport à leur programme, par rapport à ce qu'on pense chacun et qu'on choisit. Il ne faut pas les choisir avec, si c'est ça votre question, il ne faut pas les choisir avec du fanatisme, avec de la conviction totale et fermée. Il faut, parce que ma génération a vu beaucoup d'hommes politiques, et on a été quelquefois très déçus. Alors bon, on essaye, enfin j'essaye personnellement d'essayer d'être cohérent, de lire les programmes, de voir exactement qui peut être beaucoup plus proche à ma philosophie personnelle, voilà, qui n'est pas automatiquement celle de tout le monde. Chacun a sa vision. Donc c'est comme ça qu'il faut agir, à mon avis. Voilà, avec certaines bases éthiques qui sont absolument nécessaires pour choisir. Mais il est vrai aussi, je ne crois pas au fanatisme. Je ne crois pas que telle personne va nous sauver. Parce que croyez-moi que ma génération en a vu des gens qui voulaient nous sauver, et bien ils ne nous ont pas sauvés. Voilà. Ils ont amélioré les choses, ils ont empiré les choses, et puis voilà, et la société continue. On a laissé la société arriver aujourd'hui là où on en est. Parce que c'est vrai que elle n'est pas en bon état, notre société. Voilà. Et ce n'est pas les promesses automatiques, les grandes promesses finies qui vont là. Enfin, je ne vais pas entrer dans un discours préélectoral, mais j'essaye de me définir un tout petit peu pour que, voilà. Mais tes films le montrent, parce que les derniers films, c'est Adults in the Room qui nous parle de l'état de l'Europe, de l'entêtement de la Grèce, etc. Celui d'avant, c'était Le Capital, qui nous montrait comment l'argent avait gangréné le monde. Celui d'avant, Le Couperet, nous montrait que nous étions comme des fétus de paille dans un monde où les grandes sociétés déterminent un certain nombre de choses. On n'est plus, comme dans les films précédents, dans des histoires de grandes dictatures, militaires ou pas.
on est dans quelque chose de plus insidieux, mais de tout aussi dangereux pour nos libertés. Et pour cela, tes films épousent l'air du temps. Tant mieux, mais je le répète, quand on fait un film, on ne le fait pas pour changer le monde. On ne le fait pas pour changer les gens, surtout pas. Il est vrai que le cinéma, on peut dire, il a changé le monde. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir comment travailler, comment exister, travailler, vivre les gens en Amérique, en Chine, au Japon, je ne sais pas où ailleurs. Donc, et eux, ils ont vu comment nous vivions, nous. Donc ça, c'était un changement radical, je pense. Mais c'est vrai, un cinéaste ne peut pas dire « moi, j'ai fait un film pour changer le monde », c'est complètement ridicule, c'est absurde. Voilà comment je vois le film. Pour le reste, il faut, je pense, à la base, il faut être honnête, je ne vais pas insister là-dessus, mais il faut être honnête avec les spectateurs. Puisque soit spectateur soi-même, il faut être honnête soi-même. Voilà. Oui, allez-y. Comment avez-vous abordé les seconds rôles dans Z? Et une question anecdotique, il y a la musique du Pacha de Gainsbourg à un moment dans Z. Comment l'avez-vous utilisé? Pourquoi l'avez-vous utilisé la musique du Pacha de Gainsbourg? Ah, du Pacha de Gainsbourg? Oui. Il y a la musique du Pacha de Gainsbourg dans le film? Oui, à un moment, oui. Le Pacha de Gainsbourg, de Lautner, dans lequel Gainsbourg faisait la musique. Il avait un petit rôle d'ailleurs. C'est anecdotique, mais je vous pose quand même. Non, je ne sais pas. Vous savez, on voit beaucoup de films. On voit des films, j'ai vu beaucoup de films quand je suis entré à l'école du cinéma, à l'IDEC, Institut d'études cinématographiques à Paris, et j'avais commencé avant, et on voit beaucoup de films, et il n'y a pas de doute qu'on voit les grands classiques, et sans aucun doute, j'ai été influencé. Sans doute même, j'ai copié un tel ou tel, sans le faire exprès, parce que le cinéma, bon, il y a une caméra, des personnages, une histoire. Donc, on tourne autour des mêmes moyens. Même si chaque film exige son propre style. On ne peut pas faire tous les films avec le même style. L'histoire elle-même, les personnages, les situations exigent leur propre écriture cinématographique. Bon. Mais sans doute, j'ai dû copier. Mais je ne l'ai pas fait exprès, a priori. Je n'ai pas dit, et surtout, il ne faut pas dire, voilà, un tel fait des films, des très beaux films, je ne sais pas moi, Kubrick ou Hitchcock, etc. Je le fais comme Hitchcock, c'est absurde complètement. On fait les films avec ce qu'on est, ce qu'on sait, et avec son talent, si on a petit, grand, etc. Et les seconds rôles sont assez étoffés. Les seconds rôles sont assez étoffés dans le film. Il y a une place au second rôle. Enfin, c'était les personnages de l'histoire. Mais... Les seconds rôles sont étoffés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qui ont une véritable importance dans le puzzle ou la mécanique. Oui, parce que les seconds rôles sont un peu négligés aujourd'hui dans le cinéma. Vous touchez là à un problème qui, moi, m'a toujours préoccupé beaucoup. C'est les acteurs. On parle beaucoup des acteurs et on dit même à un moment donné que Hitchcock disait que c'est du bétail. C'est pas vrai. Je ne pense pas qu'Hitchcock a dit ça. Enfin, c'est une légende. Mais je pense, moi, personnellement, que les acteurs sont les meilleurs, les premiers collaborateurs du metteur en scène. Parce que c'est eux qui vous apportent l'histoire, nous apportent l'histoire. Voilà. Après viennent les grands techniciens, comme le chef opérateur, comme le chef décorateur, etc. C'est le premier collaborateur, c'est le scénariste, le co-scénariste et les acteurs. Et j'ai essayé toujours de choisir les meilleurs acteurs et de travailler avec eux, et aussi des acteurs qui collaient au personnage et peut-être à l'histoire, et qui éventuellement avaient à peu près la même idée que les personnages du film, parce que s'ils avaient une idée différente, je ne sais pas si on serait toujours entendu. J'avais une grande chance, c'est que j'ai travaillé longuement comme assistant réalisateur, premier, etc. Et à cette époque, les assistants faisaient le casting, ce qu'on appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des directeurs de casting qui choisissent des acteurs, ils les proposent au metteur en scène. Nous, c'est les assistants qui les faisaient. De sorte que je connaissais tous les acteurs. Et là, Jacques Film, j'ai approché tous les acteurs, à commencer par mon premier film, des acteurs, et je demandais s'ils voulaient faire tel rôle, etc. Et j'ai eu la chance, des acteurs que j'aimais et qui m'appréciaient, ont travaillé dans mes films, et j'ai eu la chance d'avoir des formidables acteurs, d'avoir toujours des très bons acteurs. Oui, il faut préciser qu'il y a au moins dans la première moitié de tes films, c'est vrai qu'après il n'est plus là, mais il y a une vraie fidélité à Yves Montand. Tu avais fait sa connaissance via Simone Signoret, qui était dans Le Jour et l'Heure, dont tu étais le premier assistant, le film de René Clément, et que, en réalité, il y a clairement une osmose, peut-être dans ce qu'il avait envie de dire aussi, lui aussi, sur l'état du monde,
à travers les différents personnages que tu lui as proposés et qui ne sont pas toujours tous sympathiques dans les films. Oui, on parle beaucoup de ça. C'est vrai que mon temps, je l'ai connu à travers Simone Signoret, ils m'ont invité chez eux, et puis après, il a fait mon premier film, et le film a marché. Et à partir du moment où on fait avec un acteur de son importance, un film qui marche, bah, on se rapproche. Si le film ne marche pas, bah, on ne se rapproche plus. Voilà. Et comme on a fait 3 films, 4 films, 5 même films ensemble, et que tous ils ont marché, donc on est devenus aussi amis en dehors d'être fait cette collaboration permanente et l'amitié. Et c'est un personnage exceptionnel et voilà, et j'ai eu la chance d'être son ami et l'ami de Simone Signoret. Voilà. Il y avait une autre question derrière là. Oui. Merci bien. Moi, je voulais vous parler, c'était juste après la projection, France 3 se baladait et posait une question aux interviewés qui commençait par « Oui, le cinéma politique », qui raccrochait votre cinéma à ce fameux genre, le cinéma politique. Mais 2021, c'est la publication des livres d'Edoui Plenel, « Tous les films sont politiques », auxquels vous participez. Et dedans, vous dites, au tout début, je pense, comme Roland Barthes, que tous les films sont politiques. Il y a de la politique dans tout et dans tous les films, et on peut analyser politiquement tous les films. Vous pourrez nous faire un retour là-dessus ? Oui. Tu as collaboré au livre de Edoui Plenel disant que tous les films sont politiques. Non, je ne peux pas collaborer au livre, c'est-à-dire lui, Plenel m'a posé des questions, j'ai répondu, je pense que tous les films sont politiques. Et je répète souvent ce qu'a dit Laurent Barthes, il a dit tous les films sont politiques, où il y a de la politique dans tous les films, où on peut analyser politiquement tous les films. Et je les crois parfaitement. Voilà. Je pense que, juste un mot pour compléter cette idée, c'est qu'à partir du moment où on fait un film et qui s'adresse à des milliers, des millions parfois de personnes, eh bien ça devient forcément politique. Parce qu'il y a une relation qui se crée, il y a des points de vue qu'on développe et le spectateur peut s'en servir, donc ça devient politique automatiquement, je crois. Il peut faire quelque chose avec. Oui. D'autres Oui, allez-y. Bonjour et merci. Alors je vais vous appeler monsieur et je vais vous associer à monsieur Perrin en disant messieurs, vous avez fait une belle rencontre. Et moi je trouve que dans ce que vous dites, et je pense que ça vous ressemble et ça vous rassemble tous les deux, c'est que vous êtes humble, vous êtes dans l'humilité et dans le présent. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous a rapproché, votre humilité et votre vision du présent ? Avec Jacques, ça a commencé un peu différemment. Mon premier film, qui a été fait dans des conditions tout à fait particulières, de facilité, etc., j'avais prévu j'avais demandé au producteur que Jacques fasse un rôle. J'ai approché Jacques et il a accepté tout de suite. Il me dit, il ne me connaissait pas, il me connaissait comme assistant, mais il a dit, je fais avec vous, comme ça. Et puis après, il a fait mon deuxième film, qui n'avait pas marché du tout. Il était formidable, tout à fait différent par rapport à... Et puis il a fait aussi le troisième film, qui était Z, dans les conditions que je vous ai expliquées. Et il est devenu producteur. Et depuis, on a fait après encore 2 autres films, et c'est vrai que c'est un personnage, à mon avis, dans la production française et dans le monde des acteurs français, exceptionnel. Exceptionnel dans la mesure, bon, il a fait des films en Italie, en France et ailleurs, en Angleterre, mais surtout, comme producteur, il a fait des films qu'aucun producteur français ou autre, ou même américain, n'aurait fait. Il va sûrement vous expliquer tout cela, dans le détail. Il suffit de vous dire que quand il a fallu faire un film sur océan et aller très très profondément dans la mer, eh ben, il a fait fabriquer un appareil pour descendre avec la caméra à des profondeurs impossibles à faire descendre des hommes ou des opérateurs. Et c'est unique. Ou alors les grandes compagnies américaines peut-être l'ont fait 1 ou 2 fois. Donc, et puis j'ai toujours choisi des sujets très intéressants qui touchent complètement notre société. Que ce soit les animaux, que ce soit, enfin, tous les films de Jacques. Donc c'est pour ça que j'ai une admiration énorme pour lui et une amitié indélébile. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est réciproque.
Je ne sais pas si Bah, c'est réciproque. J'espère que c'est réciproque. Mais enfin, on s'aime bien. Voilà. Vous avez peut-être en commun de repousser les lignes de l'horizon. Les lignes de l'horizon. Parce que vous vous confrontez à des sujets amples, difficiles, peut-être parfois himalayesques, et vous y allez. Bah, c'est un peu le rôle du cinéma, c'est l'aventure du cinéma. C'est une belle aventure, le cinéma. Il y en a qui restent sur du plat quand même. Hein. Quand même. Non, c'est une belle aventure. Ouais. C'est une belle aventure. Parfois, ça marche. Parfois, on en sort blessé et sans succès, tout ça. Bon, mais ce sera la prochaine fois. C'est le rôle de l'art. On ne peut pas réussir à tous les coups. C'était pour poser une question, madame Oui. Excusez-moi. Non, mais on finit avec le micro là et on revient avec. Allez-y. Alors, moi, j'avais une question d'une phrase que j'avais entendue qui était dans le 7e art, il vaut mieux ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils ont besoin. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas quels sont vos besoins. Vous êtes ici 200, 300, je ne sais pas combien, vous avez chacun ses besoins. On ne peut pas dire je vais faire un film sur vos besoins. Non, je fais un film sur ce que j'ai envie de dire. Et je vais simplifier, même banaliser un tout petit peu. Nous sommes en dîner entre amis et chacun raconte une histoire, ce qui le touche profondément. Ou c'est l'histoire qui va faire rire ou pleurer, je ne sais pas. Donc c'est ce que j'ai fait avec les films. Je raconte cette histoire avec l'espoir que vous avez la comprendre ou l'aimer ou tout ce que vous voulez, ou pas. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Sinon, on faisait des logarithmes et je ne sais pas quoi d'autre pour essayer ce que vos besoins, etc. Et on ne peut pas entrer dans ça. Sinon, on fait du commerce. Alors, monsieur, moi je dis monsieur Costa parce que moi j'aime bien Costa, parce que vous savez, avec vous, j'ai l'impression que c'est comme les MSC Costa, vous savez, on voyage en paquebot, dans les airs, dans tous les temps, parmi de toutes les façons. Et c'est voilà. De la pub ? Voilà, non, même pas, parce que j'ai pas il y en a qui chavirent. Hein. De royalty, voilà, MSC Costa, voilà, ça s'appelle. Les croisières, voilà. Et c'est vrai que moi je voulais avoir un peu votre avis, je le connais un petit peu parce que pour avoir participé à quelques leçons de cinéma avec vous, dans différentes masterclass, bon. Je vous apprécie énormément. C'est vrai, moi je suis une petite Algéroise, donc revenue en plus par les événements au moment de l'indépendance d'Algérie, donc dans des conditions bien particulières, avec toute une vie autour, c'est vrai, pour avoir mes parents donc, qui ont vécu presque 30 ans là-bas en Algérie. Je voulais, bon, mis à part ça, vous poser la question de savoir par rapport à cette période du cinéma, des années 69 quand même, donc des années un peu érotiques, savoir pour vous comment est-ce que vous voyez le cinéma de maintenant. Et par rapport à avant, puisqu'on dit toujours avant c'était mieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, et comment vous voyez l'avenir, vous, dans le cinéma, pour apporter votre patte personnelle, justement, pour faire évoluer le cinéma dans le bon sens. Voilà, parce que comme vous dites, il y a beaucoup de choses maintenant qui ne sont pas forcément celles qu'elles étaient avant, et voilà. Quels sont les projets positifs que vous pouvez apporter dans le monde du cinéma qui peuvent aider et nous amener à je dirais, retrouver ou avoir un bon cinéma comme celui qu'on avait d'avant avec la nouvelle technologie de maintenant. Pour vous, c'était mieux avant ? Oui, je pense un peu aussi. Ce qui me semblait entendre. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je peux vous assurer que je n'ai pas d'action ni des propriétés chez tous ces costards-là qui se baladent avec des grands bateaux. Non, voilà. Non. J'ai d'action à aucune compagnie d'ailleurs. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux faire, je le fais avec d'autres collègues. D'abord, j'ai créé avec ma femme une petite société de production. Il m'est arrivé de produire des films, des metteurs en scène qui démarraient, enfin quelques films, comme ça, et parfois aussi des amis algériens qui sont venus. Mehdi Charef, par exemple, on a commencé, je ne sais pas si vous le connaissez, Mehdi Charef, qui vit en France, qui est metteur en scène algérien, on produit ses films, etc., et quelques autres. Bon. Mais à part ça, sur le plan de citoyens, cinéastes, je fais partie des associations de metteurs en scène, de l'art par exemple, et il nous arrive de faire pression auprès des ministres, notamment la ministre de la Culture. Il nous arrive aussi d'aller en délégation à Bruxelles pour essayer de faire bouger cette espèce de mammouth qui est Bruxelles, pour donner un peu plus d'argent.
parce que nous pensons que tous les pays européens doivent avoir des cinémas. Et la meilleure façon de les aider, c'est de donner un peu d'argent. Et c'est vrai, à mon avis, ils n'en donnent pas assez toujours. Parce que la culture, ça les intéresse tout petit peu, un peu, pas beaucoup. Voilà, si vous voulez, comme citoyen, mes amis aussi, cinéastes, me nommaient aussi président de la Cinémathèque française. Et je suis heureux de l'être. Il y a une très bonne équipe. C'est bénévole complètement, avec un petit groupe d'autres metteurs en scène, qui est le comité, enfin qui est les conseils d'administration, ils sont bénévoles. Mais il y a une équipe qui travaille formidablement, parce que la Cinémathèque française a quand même 200 personnes qui travaillent, montre 1200 films par an. Elle a un musée, si vous venez à Paris, venez voir le musée de Méliès, c'est un musée formidable, ça coûte pas cher en plus, c'est pour rien. Et puis nous faisons des expositions aussi, sur tel ou tel metteur en scène. En ce moment, il y a une exposition, pour faire un peu de publicité, ça s'appelle Cinémode, c'est-à-dire c'est les costumes qu'on utilise dans le cinéma. Voilà. Et c'est très fait organisé plutôt. Le commissaire, c'est Jean-Paul Gaultier. Et c'est fait un très bon travail. Voilà. Avec des costumes qui appartiennent à la Cinémathèque. Parce que nous avons aussi une sorte de richesse extraordinaire. Nous pensons que nous avons les plus belles richesses de scénarios, d'affiches, de maquettes, enfin, de films du monde. C'est la première cinémathèque au monde, je crois. Tu ne dis pas le contraire. Avec beaucoup de cinéastes qui apportent et qui lèguent un certain nombre de choses. Des archives, etc. Voilà, si vous voulez, ce que j'ai fait civilement, j'ai une famille avec 3 enfants, voilà, et beaucoup de petits-enfants. Oui, il y a une question là, si le micro n'est pas très loin. Et le micro... Non, mais bon, après, ça sera... Là, ici, là. Merci. D'abord, c'est ce qu'on est en train de voir dans la séquence en cinéma. Pour vous, quelle est l'importance du son et de la musique dans le cinéma et dans le film en particulier? Très bonne question. C'est l'autre collaborateur. Le troisième, j'ai oublié de le nommer aussi. C'est le musicien. C'est le musicien parce que moi, je considère la musique d'un film comme un autre personnage. Comme un autre personnage qui dialogue avec les personnages du film, qui leur répond ou qui pose même parfois des questions. Voilà. Alors, dans le film que vous venez de voir, la musique, c'est un compositeur qui s'appelait Mikis Theodorakis, qui est un grand compositeur grec, mais qui, à l'époque, il était en prison, emprisonné par les colonels. Donc, je l'ai contacté à travers Jacques Perrin, précisément, qui a été en Grèce, et l'a trouvé dans une montagne, il était exilé, on l'avait exilé, et il m'a répondu que je pouvais prendre, sur un bout de papier, il a dit, que ça peut prendre tout ce qu'il veut dans ma musique. Alors il a fallu chercher dans une musique qui doit faire plusieurs dizaines d'heures, centaines d'heures, trouver les morceaux qui correspondaient à différents moments. Alors il a fallu prendre ces musiques, parce que comme vous devez savoir, une scène a une certaine longueur, et les musiques n'ont pas toujours la même longueur. Donc il fallait recomposer la musique pour cette longueur-là. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, et je pense que la musique était essentielle pour ce film. Après, on a travaillé une autre fois ensemble, mais parfois j'ai eu d'autres musiciens. Philippe Sard, par exemple, on a fait 4 films ensemble. Philippe Sard est un grand musicien français qui a fait énormément de films, que vous avez dû les voir sûrement beaucoup. Donc je pense qu'il joue un rôle très important dans un film. Parfois, on a tendance, les collègues ont tendance, ou des producteurs poussent les collègues pour mettre beaucoup de musique en pensant que ça va bénéficier au film, donner plus de rythme. Je pense que c'est catastrophique, c'est très négatif. Il y a des scènes qui ont besoin de musique, il y a des scènes qui n'ont pas besoin de musique. Le film dont je vous ai parlé, L'Aveu par exemple, qui a été tourné après Z, je n'ai pas mis de musique du tout. Il y a dans tout le film, il y a un peu de musique à la fin, parce qu'il y a le générique final, il doit y avoir 3 minutes de film, et une vingtaine de secondes à l'intérieur du film à un moment précis. Voilà, c'est tout. Voilà, je pense que la musique, parfois, peut ne pas être indispensable. Voilà. Mais elle est dans la majorité des films, elle est nécessaire. D'accord.
qu'est-ce que vous pensez des formats qui mettent en avant tout d'abord le son, par exemple Calls, où c'est le son qui est mis en avant par rapport à l'image et il y a très peu d'images. Quel film? Par exemple, les formats comme Calls, où c'est le son qui est d'abord pris en compte et pas l'image, ou alors l'image, les informations sont importantes, mais c'est pas un film, c'est un fond. Tu connais Calls? Calls? Non. Les sons, on peut parler du son d'une manière générale. Les 30 premières années du cinéma, il n'y avait pas de son qui collait complètement synchrone, disons. Donc on mettait du son. On parle des films muets, les films n'ont jamais été muets. Soit il y avait un piano, soit il y avait un orchestre, selon les moyens qu'avait la production et puis la salle. Et parfois, il y avait même des personnes derrière derrière l'écran qui faisaient des blagues, qui parlaient, qui faisaient des dialogues. Bon. Donc le son était toujours indispensable. Après, on a mis le son synchrone avec l'image. Donc ça va ensemble. Je pense que c'est aussi dans l'ensemble, c'est très important, le son et la qualité du son. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème qui est national, c'est que les acteurs n'articulent pas suffisamment bien. Et qu'on perd beaucoup. Voilà, je vois tête, voilà. Merci madame. Merci. Voilà. Qu'on perd beaucoup de paroles. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est une maladie qui vient s'accoupler avec certains mixeurs. Un mixeur au cinéma, c'est quelqu'un qui mixe les différents sons sur l'écran, c'est-à-dire les sons des voitures avec la musique, avec la parole, etc. Certains mixeurs, comme on les appelle, donnent beaucoup trop d'importance au son ambiant par rapport au dialogue. Voilà. Ce qui fait qu'on perd le dialogue. C'est la pire des choses, à mon avis. C'est la pire des choses. Pourquoi? Ils pensent que dans la vie, les sons ambiants sont finalement très forts quand on parle. C'est vrai. Mais dans la vie, l'oreille choisit les sons qu'il veut écouter. Tandis qu'au cinéma, ils sont tous ensemble et on ne les comprend pas. Voilà. C'est un problème. Bon, j'en parle souvent aux écoles de cinéma, d'acteurs où il m'arrive d'aller, ou avec, à l'occasion, comme ce soir, je pense qu'il faut que les acteurs articulent davantage. Si vous avez des acteurs qui ont travaillé à la Comédie Française ou généralement au théâtre, ils sont parfaits. On les comprend très bien parce qu'ils articulent parfaitement. Mais les acteurs qui n'ont pas fait du théâtre, eh bien, ils parlent comme dans la vie, comme ça, et très bas, en susurrant souvent, et ça, c'est pas bon du tout. Surtout pour les oreilles de certain âge, n'est-ce pas? C'est vrai que les oreilles très fraîches, bien. Cela dit, la bande-son, c'est pas uniquement la musique est une partie importante, et c'est vrai que le son n'est pas plus réaliste que l'image, et qu'il y a un choix de la part du metteur en scène, et que quelquefois on surjoue, ou on pousse des sons parce qu'il a une importance, et parce que éventuellement on veut peut-être passer les nerfs du spectateur au papier de verre, ou parce que il y a quelque chose qui devrait passer inaperçu, mais que finalement qui est perçu par le personnage. C'est pas réaliste. Et il y a tout un jeu évidemment au mixage qui est absolument fondamental et qui souvent passe inaperçu parce que ça passe avec le reste du film et pour lequel en réalité il y a un travail énorme. Évidemment. Non, c'est un film, je ne vais pas répéter ce que je disais déjà, c'est un film, un ensemble de choses, et il faut qu'un film soit facile à comprendre, l'histoire, par le public. Et le public, c'est des très jeunes, et puis des gens un peu plus âgés, ou des gens plus âgés comme moi, etc. Parce que je vais beaucoup au cinéma aussi, je déteste quand il y a des paroles que je n'arrive pas à capter. Vous avez employé John Travolta, Gilles Kleberg et Jack Lemmon, je me trompe peut-être. Comment se passe votre collaboration avec les acteurs américains? Sur Gilles Kleberg, j'ai un doute d'un seul coup. Oui, bien sûr. Les acteurs américains. Non, les acteurs américains. Moi, j'ai appris très vite, vous savez, que quand on fait le casting, on choisit les acteurs, j'ai appris très très vite que le metteur en scène, que ce soit un débutant ou pas, il est au même niveau que la plus grosse star. Si la plus grosse star accepte de faire le film, c'est qu'il se met au niveau du metteur en scène. Et il faut que la plus grosse star suive le metteur en scène. En France, pas aux États-Unis. États-Unis. Ailleurs aussi. En tout cas, moi, j'ai eu ces relations avec les Américains très vite.
J'ai rendu très clair la chose que les derniers mots. Il y a des films hollywoodiens où les acteurs étant des stars, non, mais on peut fait parler de virer ça. le metteur en scène pour le remplacer. On peut parler de ça, oui. Oui. On ne fait pas en France, on l'a jamais fait en France, on ne peut pas le faire légalement. Heureusement. Mais on peut parler de ça. Je pense qu'il faut établir très vite la relation avec l'acteur, quel qu'il soit à son niveau. À partir du moment où accepter de faire le scénario, de jouer dans le film, le rôle qu'on lui propose, il faut s'expliquer que le dernier mot, on peut discuter avec le metteur en scène, mais le dernier mot, c'est le metteur en scène qui doit l'avoir. Sinon, c'est le film de personne, c'est le film de n'importe qui. Voilà. Et s'il accepte d'être dans un film, voilà. Ça a été très clair avec moi. Je travaillais avec des gros acteurs américains. Il y a Travolta, il y a Dustin Hoffman, il y a... oui, enfin, beaucoup d'acteurs et actrices. Jessica Lange. Jack Lemmon, etc. Et ça a été très clair, on n'a jamais eu de conflit, et ça s'est passé très très bien. Comment? Non, ça a été très clair au début. Donc, à partir du moment où cette relation a été établie, les choses sont roulées. Il y a aussi des acteurs qui veulent que le scénario soit pour les promouvoir, pour leur promotion. Eh bien non, un acteur doit se soumettre au personnage, comme le voit le metteur en scène, comme il est écrit, comme le voit le metteur en scène. Sinon, il n'y a plus de personnage. Mais ça, en Amérique, ça joue beaucoup. Les grosses stars imposent souvent leur metteur en scène, pas toujours, mais enfin, elles imposent souvent le metteur en scène. Et aussi, ça impose aussi le producteur à tout le monde, et puis leur équipe. C'est parfois bizarre, mais pas tout le temps quand même. Il y a des acteurs qui sont payés 10 millions de dollars, et ils arrivent avec toute la bande, avec les coiffeurs, avec les maquilleurs, avec le garde du corps, avec tout l'appartement. Mais bon, c'est une autre chose. Mais en France, on n'a jamais fait ça. Je pense qu'on ne le fera jamais. Je pense que les acteurs sont beaucoup plus des artisans, et ils acceptent, en principe, de se mettre d'accepter ce que le metteur en scène veut faire. Pas se soumettre, c'est pas un bon rôle. De collaborer avec le metteur en scène et de laisser le metteur en scène ce qu'il veut faire. C'est quelque chose qui est assez troublant, c'est que il y a un certain nombre de metteurs en scène européens, je dépasse même la France, qui tournant aux États-Unis ont réussi à maintenir leur identité, et d'autres se sont vraiment cassés les dents sur le système hollywoodien. Tu fais évidemment partie de la première catégorie, probablement parce que tu n'auras pas voulu, quel que soit le cas, te retrouver dans la seconde situation où effectivement un certain nombre de choses t'auraient été imposées. Vous voyez, les critiques et les historiens du cinéma nous mettent à des catégories. Il y a d'autres. Non, c'est pas des catégories, c'est toujours plus ou moins. Mais c'est vrai que j'ai un certain nombre d'exemples de cinéastes européens auxquels je trouve une certaine identité qui, tournant aux États-Unis, se fondent dans le pot commun, quoi. Alors que tes films restent tes films, qu'ils soient américains ou français. Non, sans vouloir me vanter, comme on dit, moi, je m'en proposais souvent, après les succès de mon premier film, après le succès du Z, d'aller tourner en Amérique, j'ai toujours refusé. J'ai fait mon premier film américain parce que ce qui m'intéressait, c'était le sujet lui-même, ça s'appelait Missing, mais je l'ai fait à des conditions que je voulais, moi, la condition française. Et je même exigeais que la post-production, c'est-à-dire quand le film est tourné, le montage, la sonorisation et la musique se fassent en France, c'est comme ça que je les ai fait tous. Parce que Hollywood, c'est un peu particulier quand même. C'est un endroit formidable. Vous arrivez, vous avez tout ce que vous voulez, la voiture, la villa, etc., la secrétaire, etc. Mais tant que ça marche, vous existez. Si ça ne marche pas un jour, ils vous écartent complètement, vous disparaissez. Tandis qu'en France, on a un système tout à fait différent, et beaucoup plus humain, beaucoup plus facile à faire des films aussi. Donc, on est beaucoup mieux comme metteur en scène en France qu'ailleurs. D'ailleurs, même les Américains disent ça. Pas tous, mais certains. Question? Oui, là, il y a une question sur le devant. Est-ce que vous avez des futurs projets de films en cours en ce moment? Si, pardon.
est-ce que vous avez un projet de film en cours? Je travaille sur un grand projet et je préfère ne pas en parler parce que je n'aime parler que quand les films sont faits. Parce qu'avant, vous savez, il nous arrive de travailler pendant, je sais pas moi, 6 mois, peut-être parfois 1 an, sur un projet, et puis il ne se fait pas. Il ne trouve pas l'argent, il ne trouve pas les acteurs. On n'arrive pas à s'en sortir, d'ailleurs, pour la construction, l'écriture du scénario. Ça ne fait pas. Alors, si on en a parlé, on a l'air idiot après, de dire que on ne le fait pas. Donc, je travaille, on verra. Peut-être d'ici au mois de mars, avril, on saura si ça s'est fait ou pas. Merci. Justement, pardon. À cet égard, il y a eu des gros projets auxquels tu tenais vraiment qui n'ont pas pu se monter pour des raisons financières ou pour d'autres raisons. Oui, il est arrivé des projets que je n'ai pas pu faire parce qu'on ne trouvait pas l'argent. Et puis il y a même un projet que j'ai coécrit avec un scénariste italien qui finalement, il y a eu une très mauvaise relation avec les producteurs que j'ai abandonné. Il s'appelle Monsieur Klein. Voilà. Lozère a fait un beau film avec ça. Voilà. Ça arrive. C'est les aventures du cinéma. Je crois que le monsieur oui. Là-bas. Là, ici. Alors, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Moi, ma question, ce serait, qu'est-ce qui vous a fait découvrir le cinéma? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Écoutez, en 2 mots, moi, je suis arrivé en France, dans un pays qui s'appelle la Grèce et qui... on ne pouvait pas faire des études parce que la situation politique et puis le prix des études est très cher. Et que je suis venu en France parce que je pensais que c'était le seul pays où on pouvait faire des études dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que je suis arrivé à Paris parce que les études aussi étaient gratuites. Donc je me suis inscrit à la Sorbonne parce que mon idée c'était d'écrire. Écrire je ne sais pas quoi, mais écrire d'une manière générale. Et c'est vrai que les écrivains français du 19e et puis aussi du 20e m'avaient profondément touché. Le Balzac, le Zola, enfin, etc. etc. Et je me suis inscrit à la Sorbonne et j'ai commencé à préparer une licence de lettres. Et pendant ce temps-là, j'ai découvert à la Cinémathèque française à l'époque, qui n'était pas loin de la Sorbonne, il était vraiment à 10 minutes. Oui, rue d'Ulm. J'ai découvert qu'il y avait un cinéma classique. Moi, depuis que je venais, on ne voyait que des films de cow-boys, des films d'action, parce qu'il y avait une censure terrible, et on ne pouvait pas avoir des films importants. Et j'ai vu qu'il y avait des films, donc, de grande qualité, qui racontaient des histoires, un peu comme les tragédies grecques, comme le grand théâtre. Et ça m'a intéressé beaucoup. Il y avait un cours à la Sorbonne qui s'appelait la filmologie. Je l'ai suivi, il faut dire que je ne comprenais rien du tout. C'était très compliqué. Et puis j'ai appris aussi qu'il y avait une école, l'IDEC. Et je suis allé voir à l'IDEC, et j'ai vu le directeur, je lui ai expliqué ce que je voulais, et il dit, bon, voilà. Et j'ai pu entrer sur dossier, parce qu'il y avait un examen très difficile, je n'aurais jamais pu le passer, parce que bon, le français était nul encore, enfin très faible, et j'ai fait l'IDEC. Et j'ai découvert le cinéma classique, j'ai découvert aussi la technique, comment on faisait un film. Essentiellement, c'était cela. Et voilà, j'ai décidé presque d'abandonner la licence de lettres pour faire l'école du cinéma, qui durait 2 ans. Je l'ai fait, c'était pour moi vraiment une découverte formidable, parce qu'on pouvait raconter des histoires avec des images. C'était ça. C'était une autre façon de raconter des images. Voilà. Et j'ai eu la chance, après, en sortant de l'école m'a envoyé pour faire un stage dans un film, etc. etc. Après, je suis devenu cinéaste, assistant de metteur en scène, et j'ai eu la chance de travailler avec quelques-uns des grands metteurs en scène, comme René Clair, René Clément, Verneuil, Jacques Demy, etc. Oui, c'est pas mal. C'était pas mal. C'était une grande chance, incontestablement. Alors, effectivement, puisqu'on parle de prémices, ton premier film date de 1965, mais avant, tu avais travaillé avec ces grands metteurs en scène. C'est un peu la période charnière de la nouvelle vague qui rejette le système des films tournés en studio, trop écrits, trop préparés, qui prône une certaine nouveauté, une certaine liberté,
comment est-ce que toi, tu te situes dans ta découverte du cinéma lorsque tu vois arriver ces films qui, effectivement, ne ressemblent pas aux grands classiques dont tu parlais? Non, en 65, nous sommes déjà au début, pas du déclin, mais voilà, de la nouvelle vague. C'est ça, oui. Dompté. Non, il est vrai que la nouvelle vague, c'était une école, enfin un mouvement, disons, extraordinaire qui a profondément changé le cinéma. Profondément changé le cinéma, mais c'était en même temps, on peut dire que la nouvelle vague, c'est un tout petit peu le fils, ou la fille, comme vous voulez, du néoréalisme italien, parce que c'est la suite, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est un cinéma très personnel, et qui ne ressemblait pas aux autres cinémas. C'était fait essentiellement par des metteurs en scène d'une classe moyenne supérieure, parce que tous les metteurs en scène de la nouvelle vague sortent d'une classe sociale assez importante. C'est après 68 que cela a changé, qui a commencé à changer. Maintenant, tout le monde qui a du talent, qui a une histoire, peut faire du cinéma en France dans le système français. Donc, alors moi, je ne pouvais pas faire des films comme faisait à l'époque, que ce soit Louis Malle, que ce soit Chabrol, que ce soit, parce qu'ils racontaient leur propre histoire. Moi, ma propre histoire, c'était quoi? C'était un immigré qui arrive en France et qui est bien accueilli, etc. Donc, c'était pas une histoire à faire. Enfin, ça ne passait même pas par la tête. Il y a pas mal de films qui racontent cette histoire-là, pourtant. Depuis. Mais à l'époque, c'était pas du tout dans le mouvement. Enfin bon. Et ça m'intéressait pas non plus de raconter mon histoire comme ça. Et les premiers films, en plus, c'est fait d'une manière tout à fait particulière. Parce que j'ai fait les scénarios. J'étais assistant entre des films de René Clément. Et je suis tombé sur un livre et je me suis dit, tiens, je peux l'adopter comme exercice, je peux l'adapter pour le cinéma. Et j'ai fait un travail d'adaptation, et je l'ai mis au coin, j'ai écrit à la main, et puis j'ai donné un jour à une secrétaire, que je connais du studio, que je connaissais bien, pour le taper à la machine. Et quelques temps après, je reçois une lettre du directeur du studio, en me disant, je vais vous rencontrer, votre scénario est formidable, on peut éventuellement faire un film. Le directeur du studio, c'était M. de Boulogne. Et j'étais tout surpris parce que je ne connaissais même pas l'auteur du livre. Je connaissais même pas j'avais pas les droits, j'avais prévenu personne. C'était un exercice personnel. Bon, je l'ai rencontré, je dis tout ça. Il m'a dit, vous êtes fou, on ne fait jamais ça, etc. Bon, alors, il a téléphoné chez Gallimard pour voir si les droits étaient libres. Et on leur a répondu, oui, il y a des metteurs en scène qui s'étaient intéressés, mais ils ont abandonné. Bon, et il m'a dit, on fait le film. Voilà. Il m'a dit, si on fait le film, me dit-il, qu'est-ce que vous voyez comme acteur? J'étais complètement coincé et j'ai donné des noms d'acteurs. Piccoli pour tel rôle, un tel pour tel rôle, etc., etc. Perrin pour c'était le jeune homme. Et il me dit, c'est très bien, tout ça, très bien. Mais pour la jeune fille, j'ai dit éventuellement, peut-être la fille de Simone Signoret, que je connaissais bien, puisque je connaissais les Simone Signoret mon temps, peut faire un rôle. Voilà. Il me dit, bon, je vais appeler Simone. Je dis, non, je la connais, je veux... Moi, j'étais très, très pris sur une avalanche de quelque chose qui me dépassait un tout petit peu par le moment. Je ne voyais pas comment je pouvais maîtriser tout cela. Bon, je parle à Simone, je lui dis, voilà, Julien Desrode, c'était le directeur, ça devait faire le film. Je lui dis, Catherine, il me dit, vraiment lire le scénario. Je fais lire le scénario. Il me dit, écoute, non, Catherine, il faut attendre, mais si tu veux, moi, je te peux jouer le rôle de la vieille actrice. C'était époustouflant. Parce qu'à partir du moment où Simone Signoret disait « je fais le rôle », ça se faisait le film. Voilà, c'est parti comme ça. Et mon temps qui me dit par la suite, quelques temps après, il me dit « mais dis donc, il paraît que tu écris un bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi ?» J'ai dit « écoute Yves, lis, et s'il y a un rôle, prends-le. » Voilà, c'est parti comme ça. Et après, c'est devenu un film, je crois qu'il passe ici, non? Il voulait passer ici, je ne sais pas. Où tous les acteurs que je connaissais à l'époque, que ce soit Perrin, que ce soit Piccoli, que ce soit plein d'acteurs, Bozuffi, Gérin, enfin tous les acteurs, ont accepté de faire des petits rôles dans le film. C'est un film. Belle affiche pour un premier film. Très belle affiche, des acteurs. Et c'était terrifiant en même temps. Parce que je me suis dit, si je le rate, c'est fini. Avec tous ces acteurs, vous ratez le film, d'abord vous ne tournerez plus jamais à Sistana, et vous ne faites plus d'autres films. Et vous faites quoi? C'est une bonne question. Non, heureusement, le film a marché très bien et ça a pu continuer. Mais ce n'était pas le film que j'avais envie de faire. Voilà, il y a un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé et qui porte le mérite, on a
beaucoup parlé de Jacques Perrin, on a parlé d'Yves Montand, mais il y en a un qui est à l'affiche de Z et qui est absolument formidable, c'est Jean-Louis Trintignant. Et Trintignant, bien sûr, qui est aussi à mon premier film. Oui, que c'est dans un rôle extrêmement impassible, de ces rôles qui normalement ne se remarquent pas parce qu'effectivement on est couleur muraille, et lui il est éclatant en couleur muraille. Parce qu'il est aussi dans mon premier film. J'avais demandé à lui pour jouer un personnage un peu bizarre, il a accepté. Pour Z, oui, c'est vrai. C'est vrai. Jean-Louis il fait une chose formidable dans le film, on avait discuté un tout petit peu, mais peu à peu il a inventé aussi le personnage. C'est que il y a une leçon au cinéma, il y a un film avec Gabin, puis pour raconter une petite histoire, et Fernandel. Dans le Cuisine au beurre. Exactement. Et quand vous voyez le film, Fernandel, il ne s'arrête pas de bouger, de faire des blagues dans tous les sens. Gabin est là comme ça, il le regarde. Et on ne rit qu'avec Gabin. Or, le comique, c'est Fernandel, mais on ne rit pas avec Fernandel. Voilà. Donc, c'est ça le secret parfois. Trintignant dans Z, comme vous l'avez vu, il est froid complètement. Il pose ses questions, il ne fait pas des mines, etc. Et c'est vrai qu'il a un beau rôle aussi. Mais c'est vrai que c'est lui qu'il a eu le prix à Cannes d'ailleurs pour l'interprétation. Oui. Et à l'époque, il me semble qu'il avait dit, normalement on a un prix lorsqu'on joue un alcoolique, un fou furieux, etc. Là, au contraire, c'est formidable, quoi. Mais en même temps, il y a une intériorité. C'est un grand acteur aussi. Et on sent qu'effectivement, à travers ce personnage, il y a tellement le désir d'incarner la justice, le droit, la vérité, et d'aller jusqu'au bout, sans en donner, sans faire des grands mouvements de bras, et d'aller jusqu'au bout de ce désir-là, qui est absolument renversant, évidemment. Grand acteur. Bien. Bah, je pense que... Oui, non, il y a... Merci. Enfin. Ce n'est pas une question, mais plutôt un témoignage. Et juste pour accentuer l'importance de la salle du cinéma, des cinéastes et de l'artiste. Vous aviez dit que l'art ne change pas le monde, ne peut pas changer. Mais l'art, il peut changer le spectateur, le cinéma. L'écrivain qui ne change pas le lecteur, c'est pas bon. Écoutez, en Équateur, il y a 40 ans à peu près, je viens de Quito, Équateur, Amérique du Sud, et on avait reçu la dictature de Pinochet comme un coup de couteau dans le dos. On avait la dictature militaire à cette époque à mon pays. Cependant, on avait un cinéma populaire énorme, la salle était remplie comme ça. Et on est allé voir Missing. Et figurez-vous qu'en manquant 10 minutes avant la fin, il y avait des spectateurs qui ont commencé à crier « Abajo la dictadura ». Avant la dictature. Et petit à petit, il y avait des gens qui répondaient « Abajo ». Quand on est sorti du cinéma, on est sorti en manifestation, juste en regardant votre film. On ne se connaît pas, on ne s'avait jamais vu, mais on est sorti en manifestation et on a rencontré les étudiants de la faculté de médecine qui étaient en train de se bagarrer avec les militaires. Donc je peux vous dire que la bagarre était très longue et on est quand même arrivé à la place Majeure pour crier contre les dictateurs de l'époque. Voilà, je pense que le cinéma peut changer les gens. Merci. Vous avez raison. Merci beaucoup. Hein. C'est bien. En deux mots, le Missing, peut-être, oui. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu Missing. Missing, c'est l'histoire d'un jeune Américain qui se trouve au Chili pendant que les militaires prennent le pouvoir. Et il avait entendu parler les militaires d'intervention, de secrets comme ça. Et le prennent, il disparaît. Et son père, américain, disons bien pensant, il vient le chercher. Il n'aime pas son fils parce qu'il voudrait que son fils fasse des affaires. Lui, il veut faire la guitare et faire des photos, etc. Et en arrivant là-bas, il découvre que son fils est un type bien. Et il découvre en même temps que son pays, l'Amérique, impose un régime militaire, aide le militaire de prendre le pouvoir. Voilà, c'est ça le film. Et finalement, il change d'opinion complètement pour son fils et il commence à se poser des questions sur son pays. C'est une vraie histoire qui est arrivée.
Et son père, enfin la famille qui a participé à ce film, enfin ils m'ont donné tous les éléments qu'il fallait pour faire le film. Et on a su finalement qu'il a été assassiné par un militaire. Par les militaires, avec l'aide avec l'approbation, disons, des Américains. Approbation des Américains qui est déjà dénoncée dans l'état de siège, puisque c'est un conseiller américain qui vient de former un petit peu les militaires sud-américains. Voilà, quand on sait effectivement quel était le poids de Kissinger ou de Nixon effectivement pendant cette période-là, c'est vrai que les États-Unis n'étaient pas neutres et n'étaient pas forcément du côté de la démocratie. Non, disons que les Américains, puisqu'on en parle, j'aime bien l'Amérique, j'ai beaucoup d'amis à Los Angeles, j'ai marié d'y aller, etc., et à New York. Et il est vrai aussi que, d'ailleurs, ce film-là, ça a été produit entièrement par les Américains et par une grosse compagnie qui s'appelle Universal. Mais il est vrai que les Américains, surtout la classe politique américaine, n'a pas du tout toujours l'honnêteté qu'on lui croit avoir. D'ailleurs, dernièrement, on s'en est aperçu très clairement en France. Voilà. Mais on a toujours eu une sorte d'acceptation aveugle, je dirais, pour l'Amérique, pour la politique américaine, etc. Mais ça n'est pas ça, quoi. C'est autre chose. Si je peux me permettre, je voudrais dire que il me semble repérer un point commun aux films américains de Costa, dont on disait qu'ils sont totalement ces films et n'appartiennent pas à un système hollywoodien qui les aurait dévorés. Mais ce qui me semble qu'il y a en commun et qui est tout à fait éclairant sur ces films, c'est qu'effectivement, il y a des idées, mais ce n'est pas des idées qui génèrent une superstructure étouffante ou trop rigide, et que dans ces films, on a des personnages qui sont changeants, qui découvrent quelque chose, qui permet à la dramaturgie d'avancer, et en découvrant quelque chose, ils nous découvrent aussi et nous permettent de comprendre. Dans Missing, le personnage du père, joué par Jack Lemmon, effectivement arrive avec le drapeau américain dans la poche et des certitudes totalement bétonnées, et il en ressort totalement inversé, s'apercevant que son fils était effectivement un mec bien et que son pays n'était pas forcément un pays très bien. Dans La main droite du diable, c'est une femme infiltrée policière dans des milieux un petit peu d'extrême droite, mais en se disant, bon, il y a des circonstances, machin, et elle tombe réellement amoureuse du type sur lequel elle enquête avant de s'apercevoir que c'est vraiment pas un type bien. Donc là aussi, elle est retournée. Et dans Music Box, film admirable, mais les trois sont admirables. Et dans Music Box, c'est une fille qui est avocate et qui doit défendre son père devant un tribunal qui est accusé d'avoir été un complice des nazis. Et évidemment, elle est totalement persuadée que son père est un type formidable. Et en fait, pas tout à fait. Et voilà. Et je trouve que c'est assez flagrant que ça redonne de la place aux personnages sur cette superstructure dont je parlais, et que les personnages implique qu'on va vivre avec eux et qu'on n'est pas simplement à une démonstration historique ou politique. Et cette interaction entre les deux est toujours menée de main de maître, à mon sens. Voilà. Merci. Bien. Bon, on n'a sûrement pas tout dit. Je pense qu'on pourrait tenir des jours et des jours. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci. Et dernière chose. Revoyez les films de Costa. Vraiment, ça fait du bien.